Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. On est de retour en studio, fini le bronzage à Los Angeles. Non, c'est pas vrai, on n'a pas du tout le temps de bronzer. Mais bon, on est là encore pour garder un petit air encore à Los Angeles, vous allez voir dans l'émission. Parler de plein de choses, plein de jeux, on a plein de choses à vous raconter et un magnifique plateau, il faut quand même l'avouer, avec le retour de Carole. Comment ça va ? Mais écoute, très bien, et toi ? Je suis ravie d'être là, je vais très très bien. Puis il y a plein de choses à dire sur cette Summer Game Fest. Donc voilà, c'est l'émission parfaite. Et t'as pas chômé ? Ah non, mais toi non plus. Non, c'est vrai. Voilà. Et une autre qui n'a pas chômé non plus, Elisa. Ça va, Je suis Elisa ? de retour, ça va et toi ? On va se parler de ce Summer Game Fest. Enfin, on en a parlé longuement dans l'émission précédente puisqu'on a eu la chance de pouvoir la tourner dans les coulisses. Mais il reste quand même des choses à raconter. On va vous faire un gros point sur Xbox, notamment ce fameux Xbox Showcase. Et on parlera d'une actu un peu plus récente, le Nintendo Direct, qui quelque part conclut cette période de présentation. C'est parti pour l'actu à chaud. Eh bien, pour une fois, j'ai un débrief 100% féminin. C'est pas mal, hein, quand même. Parce que voilà, nous aussi, on a un avis. Sur les jeux, on va revenir, mesdames, mesdemoiselles, sur le Xbox Showcase. 1h20. Alors, on se le disait avant l'émission avec Elisa, où on n'a pas eu une seconde de pause. Franchement, est-ce que c'était, alors on va dire la chose clairement, est-ce que c'était la meilleure conférence du Summer Game Fest, Carole ? Ah oui, absolument. La meilleure conférence de cette Summer Game Fest, et j'irais même jusqu'à dire qu'il y avait un petit air de 3. Tu sais, on compare beaucoup la Summer Game Fest et le 3. Est-ce que la Summer Game Fest va arriver à atteindre le niveau de l'E3 en termes de dimension, d'écho, etc. Ça paraît difficile aujourd'hui, mais Xbox a placé la barre très très haut. Et c'est vrai qu'on n'a pas respiré une seule seconde. Il y avait un bon rythme. Les prises de parole de Phil Spencer, Mark Booty, Sarah Bond étaient, je trouve, hyper dynamiques. Ils étaient souriants. Sarah Bond, sur des points très importants. Et Sarah Bond, qu'on avait senti un petit peu stressée sur les dernières prises de parole parce que c'était un petit peu compliqué. Là, elle était bien. J'aime bien ton compliqué, on va dire carrément maladroit. Je suis gentille. Il faut mettre les bons mots, c'était extrêmement maladroit. Ouais. Phil Spencer qui avait disparu depuis 2 mois, 3 mois. Il s'exprimait plus. Plus rien. Il s'est juste là, prise de parole importante sur un point très important parce qu'ils ont ouvert la conférence là-dessus. Call of Duty Black Ops 6, alors on sait le sujet qui avait cristallisé toutes les tensions lors du rachat d'Activision Blizzard, King, qu'on n'oublie pas, il a été très clair, même jeu pour tout le monde, en même temps. J'ai bien aimé ce petit tacle déguisé à PlayStation qui avait pris l'habitude d'avoir Call of en avant-première, des contenus exclusifs et gna. Tout le monde logé à la même enseigne. Bon, il s'est quand même gardé la petite prio. Ce sera sur le Game Pass Day One. Ça, c'est une information, Elisa. Mais ça, c'est trop bien pour les joueurs. Alors oui, tout le monde a le Call of en même temps, tout le monde va pouvoir en profiter en même temps, mais il faut quand même un petit avantage pour les joueurs Xbox et sur PC aussi, parce qu'on n'oublie pas le PC Game Pass. Ils pourront avoir le Call of presque gratuitement, on va dire, au moyen de leur abonnement qu'ils ont peut-être déjà. Et eux, ils espèrent par la même occasion ramener des gens, ramener des abonnés. Est-ce que ça va marcher ? On ne sait pas. Peut-être. Est-ce que c'est pas le meilleur tour de passe-passe de mettre parce que moi j'ai toujours prôné l'idée que avoir Call of en exclusivité quand on est Xbox c'est une très mauvaise idée. Ça ne va pas faire venir les joueurs pour autant sur la Xbox, ça allait plutôt les enrager. En revanche, leur expliquer qu'ils peuvent payer le jeu 80 balles sur PlayStation et l'avoir, comme tu dis, gratuitement. On met des gros guillemets. On va dire sans surcoût sur le Game Pass à 13 €. Bon, Game Pass qui montera sans doute après ça. Est-ce que c'est pas le meilleur argument ? Mais oui, non, mais c'est un coup incroyable. Et puis c'est vrai que c'est Call of Duty sur le Game Pass comme ça, Day One. Alors il y avait des petites rumeurs, on se doutait, mais quand ils l'ont annoncé officiellement, oui, je pense que là il marque énormément de points. Et puis même au-delà de ça, de toute façon, entre Call of Duty, effectivement cette offre du Game Pass qui est pléthorique, qui est incroyable, c'est la meilleure offre de ce style sur le marché, plus tous les jeux qui ont été présentés, les exclusivités. Alors ils ont dit que petit à petit ça allait peut-être progressivement arriver chez la concurrence et on s'en doute, mais honnêtement là Xbox ils ont frappé très très fort et c'est vrai avec en tête de gondole du Call of, oui tu marques des points. Alors on a vu 30 jeux. Donc, au-delà du Call of, on a vu 30 jeux en 1h20. Majoritairement, ce qu'on attendait, quand même, c'est des jeux de leur studio. C'est vrai quand aujourd'hui, on a tous ZeniMax, Bethesda, Activision, Blizzard et la galerie Galaxy de studios, ça laisse pas beaucoup de place pour les autres. On a quand même vu du Assassin's Creed, on a vu Dragon Age, The Veilguard, qui a été vraiment montré lors de la conférence. Ils arrivent encore
j'ai envie de dire, ménager la chèvre et le chou, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les éditeurs tiers aujourd'hui. Il reste le Summer Game Fest, mais on l'a dit, ça n'avait pas été glorieux. Non. Faut jouer comment ? Est-ce qu'il faut jouer malin ? Comment on satisfait tout le monde, Carole ? Je pense qu'on satisfait tout le monde en essayant de faire des propositions différentes qui peuvent toucher plein de types de joueurs, qui peuvent aller chercher draguer effectivement différents types de consommateurs. Moi, je trouve que Xbox le fait très très bien. Dans cette conférence, on l'a vu, il y a des jeux qui sont incroyablement beaux, qui sont incroyablement séduisants, qui sont différents, qui touchent différents, comme je le disais, différents types de consommateurs avec des expériences multijoueurs, avec du solo. On a vu du Indiana Jones, on a vu de nouvelles licences, de nouvelles IP. On n'a pas eu de date. Il n'y a pas de date sur Indiana Jones, mais c'est très très fort. Et moi, je trouve que c'est intelligent ce qu'ils ont fait. Ils ont montré une bande-annonce qui était très cinématographique, donc qui va aller toucher les fans d'Indiana Jones. Même si on aime le gameplay, c'est du jeu vidéo, on veut voir du gameplay, mais mine de rien, la bande-annonce, moi, je l'ai trouvée intelligente. Donc je trouve qu'ils l'ont bien joué, ils jouent varié, ouverture, on parle à tous les joueurs en fait. J'ai vraiment la sensation qu'ils avaient envie de parler à tous les joueurs et ils ont parlé à tous les types de joueurs, je trouve. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Je l'ai trouvé hyper réussi leur conférence parce qu'il y avait autant du triple A que du jeu indé et en fait ils ont beaucoup joué sur ce jeu-là, il sera dispo aussi sur d'autres consoles, mais c'est nous qui le montrons. Donc, en fait, inconsciemment, on l'associe. On associe le jeu. Ça a toujours été la force des conférences E3 à l'époque. Et oui. C'était de laisser croire que le jeu n'était que chez toi. Alors qu'en fait, on sait bien. Eux, c'est vrai qu'ils ont ce côté un peu ouverture. Beaucoup de jeux de chez eux, quand même. Il y aura beaucoup de jeux sur le Game Pass Day One. Oui. Mais c'est leur force. C'est leur force, le Game Pass. Exactement. Mais c'est vrai qu'ils ratissent large, quoi. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Voilà, leur conférence était complète. La Summer Game Fest aurait pu s'en tenir à ça. C'était d'ailleurs la Summer Game Fest du jeu indé, ce qui est bien. Oui, ce qui est un choix. Voilà, mais est-ce que c'est pas un peu... Alors, je vais dire un mot qui n'est pas... C'est pas ça que je veux dire auprès des indés. Je parle dans la position de Geoff Keighley. Un peu la conférence du parent pauvre. C'est-à-dire que Xbox a tous ses studios, arrive à drainer les gros, donc du Assassin's Creed, du Dragon Age, ils ont eu, je sais plus ce qu'ils ont, ils ont eu plein d'autres gros jeux. Il n'y avait plus rien pour Geoff. Il n'y avait plus rien. En plus, PlayStation avait fait sa conférence un petit peu avant. Il s'était pris Monster Hunter Wilds. Il était obligé de séduire les indés, lui. Donc, les gros, ils vont où aujourd'hui ? Comment ils font, les gros ? Je pense que les gros, ils se suffisent à eux-mêmes. En fait, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une mécanique comme c'était le cas à l'époque de l'E3. Ils maîtrisent leur communication, ils font comme ils veulent. Ils n'ont pas besoin de Geoff Keighley pour faire des conférences, pour prendre la parole. Ils maîtrisent leur truc et c'est vrai que c'est difficile pour Geoff Keighley parce que cette Summer Game Fest, elle n'était pas extrêmement réussie. D'ailleurs, il a fait un sondage sur Twitter après pour savoir si les gens avaient apprécié. Puis il a fait le même sondage pour la conférence Xbox et les gens vont facilement le tacler. Bon, c'était compliqué parce que les jeux indés, c'est bien. Je trouve qu'on peut avoir aussi plein de choses exceptionnelles dans le jeu indé. Mais c'est vrai que pour la Summer Game Fest, qui est quand même la conférence qui porte le nom quand même de cette période estivale, avec du Geoff Keighley, etc., tu t'attends un peu à des annonces. Alors, c'est pas les Game Awards, mais quand même. Bon, mais il y avait quand même beaucoup de choses qu'on avait déjà vues. Trop de pubs. Et Trop de jeux pubs, en fait. Et de jeux indés, et effectivement, c'est pas ce que tu t'attends à voir. Xbox, Xbox, c'est des constructeurs, donc ils ont la force du constructeur. Et, oui, mais les gros viennent quand même faire la queue pour aller montrer leurs jeux dans ces conférences-là encore. C'est ça, chez les constructeurs. Chez les constructeurs. On parlait du rythme intense sur le showcase. Je ne sais pas comment qualifier la conférence Summer Game Fest au niveau de 2 heures beaucoup trop longues, de manque de rythme. Finalement, est-ce qu'il y a des experts des conférences ? Xbox l'a appris à ses dépens pendant très longtemps où ils se faisaient tacler leurs conférences avant d'arriver depuis, on va dire 3 ans même. Les 2 dernières années de l'E3 étaient très bien. Ça se construit une conférence. Il faut terminer sur un One More Things. Là, c'était Gears of War, idée, qui était vraiment là pour les fans. Quelle bonne idée. Pardon. Jolie. Elle est facile. Mais elle est bien placée. Elle est pas mal. Mais qui était bien. Il n'y a pas de One More Things au Summer Game Fest. On s'enquille des trucs, on s'endort. Nous, on s'est tous endormis en milieu. Est-ce qu'il y a un savoir-faire, finalement, conférence que n'a pas Geoff Keighley ? Je ne sais pas s'il y a un savoir-faire qu'il n'a pas, mais
je pense qu'il n'a pas la même responsabilité que Xbox au sein du Summer Game Fest. C'est-à-dire que lui, il doit cadrer le tout, il doit apporter des éléments de contexte. Il y a eu beaucoup pas d'interviews, mais d'interventions de développeurs, etc. Je pense que lui, son but, c'est de faire vraiment une ouverture à ce qu'il va y avoir après. Et en fait, justement, moi, je trouve que toutes ces interventions, elles cassent beaucoup le rythme, malgré que ce soit intéressant. Ça casse énormément le rythme, alors qu'en fait, Xbox, ils sont pas là pour parler, en fait. Ils sont là pour montrer. Ils sont pas là pour cadrer. Ils sont juste là pour poser leur à la leur PlayStation, banger, et puis à la voilà. PlayStation d'antan, finalement. Ouais. Mais oui. Mais Ubisoft remet des gens sur scène. Et ça casse pas le rythme. Totalement. Moi, j'ai apprécié ce qu'ils ont fait. Ubi, c'était incroyable. Ils donnent la hyper parole à ceux solide. qui font les jeux aussi. Mais oui, ça, c'est pas mal. Mais c'est important. Parce que c'était immersif aussi, Ubisoft. Il y avait ce petit show avec les musiques et tout ça. Enfin, c'était très incroyablement E3. immersif. Ouais, c'était très E3 finalement. Et moi, j'apprécie parce que c'est vrai que c'était... Il y avait cette ambiance à l'époque de l'E3 qui, je trouve, aujourd'hui, on la retrouve pas dans la Summer Game Fest. Mais moi, je trouve qu'il est bon, Jeff Keighley, en vérité, pour le show. Moi, je trouve qu'il est très, très bon. Là, par exemple, les Game Awards, je trouve que c'est incroyable. C'est vraiment là. Je dirais même que c'est l'E3, en fait. C'est l'E3, les Game Awards. C'est le deuxième E3. C'est le deuxième. Non, mais il y en a un exactement. tous les 6 mois, en fait. Non, mais c'est ça. C'est vrai. La Summer Game Fest, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, c'est plus poussif, dilué. Ouais, et cette année, particulièrement en fait, parce que l'année dernière encore j'en garde un bon souvenir, mais là cette année c'était compliqué. Déjà l'année dernière, c'est trop long. En fait, je pense qu'il faut on a l'impression qu'ils tirent en fait sur la corde. Que là, en fait, tout est condensé. On voit des jeux. On veut voir des jeux. Pendant longtemps, les gens ont dit on veut voir des jeux. On voit des jeux avec des interventions un petit peu au milieu, à bonne dose. Ouais. Un jeu que vous retenez de Carole, un jeu que tu retiens du Xbox Showcase? Alors, évidemment, Indiana Jones, parce que moi, je suis une grande fan. Moi aussi, on l'attend. Voilà, on l'attend. On est la génération Indiana Jones, on a grandi avec, alors bon, on veut jouer. Mais il y a eu plein de choses. Déjà, je suis contente d'avoir eu effectivement aussi la date de sortie de Sparking Zero, parce que je suis une grosse fan de Dragon Ball, bien évidemment. Expédition 33. Je sais pas si ça vous a aussi séduit. Français, écoute, je trouve que ça a l'air complètement ouf. Déjà, ça a l'air complètement barré en termes de direction artistique. J'aime bien cette ambiance côté Belle Époque Destroy. Ouais. On adore. C'est Remember Me. Enfin, Remember Me était futuriste, et là il y a ce côté un peu un peu anachronique ou uchronique plutôt, de trucs complètement étrange, on comprend pas trop, mais l'ambiance est vraiment très particulière. Écoute, l'atmosphère, regarde-moi cette atmosphère. D'ailleurs, j'aime bien parce que le héros porte un peu la tenue du héros de Lies of P. Oui, on dirait Lies of P qui a vieilli, quoi. Qui a un peu vieilli, tu vois, mais bien, tu vois, qui a pris de la bonne bouteille, quoi. Et vraiment, ça a l'air assez incroyable, un petit peu étrange, assez barré. Donc moi, j'aime ce genre d'univers, j'aime ce genre de proposition. C'est un peu fantastique, et puis surtout, c'est une nouvelle IP. C'est pour ça que je te disais, moi, la force, l'intelligence d'Xbox, c'est d'avoir montré des jeux qui étaient attendus, créer la surprise avec du Gears, des nouvelles IP, un peu d'indé. Et je ne suis pas sûre que ce sera que chez eux, en plus, celui-ci. Oui, je sais non, plus. Je sais pas. Il fallait regarder les trailers pour voir si c'était aussi ailleurs. Clair-Obscur, Expédition 33. Possible. Elisa, moi, ça va être South of Midnight, qui a déjà été dévoilé du coup l'année dernière, mais on avait eu qu'un court teaser, et déjà j'avais accroché à la direction artistique. Et là, ça se confirme. Hein. Ça se confirme. On a eu une petite session de gameplay. Franchement, on a vu des personnages. Donc c'est en Nouvelle-Orléans, à la Nouvelle-Orléans, dans le Bayou. Ambiance Mississippi inondée, totalement inondée. J'adore l'ambiance. Et en fait, c'est rempli de folklore, de créatures, vraiment des mythes et légendes. Et j'adore ça, en fait. J'adore l'ambiance. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. South of Midnight, c'est un jeu que j'attends 2025. Il faudra un peu qu'on attende. Ouais, là, il va falloir patienter. Moi, j'avais beaucoup aimé, je l'ai dit dans l'émission précédente, Mixtape. Parce qu'il avait une vibe, Life is Strange, qui est une des licences que j'adore. Mélangée à Road 96, je trouve. Exactement. Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord. Années 80, 90. Musique années 80, 90. Synthwave, comme on aime. Voilà. J'adore. Ça parle complètement vieux. Life is Strange qui revient. Alors, Double Exposure, c'est le retour du personnage de Max Scofield, qui est vraiment l'emblématique personnage du premier, qui revient des années plus tard. Alors, ce n'est pas fait par Dontnod. C'est fait par Deck Nine. Moi, j'avoue que les Life is Strange de Deck Nine, j'accroche moins. C'est toujours très très beau, mais je suis moins prise par la narration. Mais là, j'attends de voir. Ils avaient déjà reboutiqué le personnage de Chloé pour faire Before the Storm, mais qui se passait avant Life is Strange 1. Là, Double Exposure, c'est le retour de Max avec plus le pouvoir de remonter le temps, mais le pouvoir de créer des dimensions parallèles. C'est un peu le même pouvoir, mais plus poussé, on va dire. Sauf que là, elle peut vivre deux vies en même temps, avec donc encore une double exposition, qui est mort, comme son appareil photo.
Je vous rappelle qu'on ne secoue pas l'épaule, qui était le drame de ce jeu pour moi. C'est vrai. On ne secoue pas les polaroïdes. D'accord, ok, ça va. Sinon, tu fais couler le produit. Voilà. Je l'ai dit aux gens de chez Dontnod. J'ai dit, le jeu est super. En revanche, on ne secoue pas les polaroïdes. On peut les polas secouer. Mais moi, j'adore Life is Strange. Enfin, j'avais adoré le premier. Avec Julien, on s'était régalé. Et c'est vrai que je suis contente de retrouver ce personnage que je n'avais pas reconnu. Puis après, j'ai dit, mais attends. Mais moi, c'est quand ils l'ont dit que je me suis dit, ils l'ont dit. Ah oui, Max. Elle est plus tard. Elle a encore une amie qui meurt. Faut arrêter. En fait, moi, je veux pas être pote avec elle. Tous ses amis meurent. Donc, à un moment, il faut faire quelque chose. Mais c'est vrai que ça, forcément, oui, si t'as aimé le premier, t'as envie d'y jouer à ce Life is Strange. Complètement. Donc voilà, retour donc sur ce très très bon Xbox Showcase. On est d'accord. Génial. Alors, comme dirait Geoff, quelle lettre? Je dirais rang S. T'es la meuf rang S. Direct, elle note en jeu. Je dirais pareil en vrai. Ouais, c'est un A++ S, on est d'accord. Attends, franchement, ils ont. Et je te dis, j'avais l'impression d'être à l'E3, quoi. Ils en avaient besoin, en fait. C'est ça qui est incroyable. Il fallait pas qu'ils se ratent là. Et tout était bien, même dans les prises de parole. Donc c'est un peu sous le feu des projecteurs à cause des licenciements qui étaient hyper récents. C'était les plus récents, il me semble, ou un des plus récents. De toute façon, ils ont tellement évacué que oui. Mais oui. Mais au moins, c'est qu'il y a des jeux qui arrivent. On se souvient toujours que du dernier, en fait. Évidemment. On termine toujours, comme on dit, on reste toujours sur le dessert. C'est vrai, c'est vrai. On va parler des rebelles du Summer Game Fest. Ceux qui n'y sont pas, mais qui s'intercalent toujours là, c'est Nintendo. Oui. Et là, nous avons eu le droit à un Nintendo Direct sorti de... Alors, pas de nulle part, parce qu'on les attendait quand même. Oui. Mais alors, est-ce que c'était pas une surprise d'avoir ce Nintendo Direct avec des jeux qui arrivent tout de suite maintenant, alors qu'on n'arrêtait pas de dire non mais la Switch elle est en fin de vie, on lui donne pas trop de jeux parce qu'il y a la Switch 2 qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ce boxon, Carole? On s'y attendait quand même. Alors c'est vrai qu'ils l'avaient de toute façon annoncé, qu'ils allaient faire une prise de parole au mois de juin. Ils avaient annoncé pas de hardware évidemment, puisqu'ils ont précisé que effectivement avant la fin de l'année fiscale, ils se présenteraient. 2025, ils présenteraient la nouvelle console. Donc on s'attendait à avoir beaucoup de jeux et c'est pas surprenant en fait qu'ils envoient du très très lourd pour la fin de vie de la Nintendo Switch. Il y en a beaucoup. Noël arrive, plein de jeux comme ça, on en vend plein avant de passer à la nouvelle génération quoi. Donc c'est pas très surprenant et à la fois c'est agréablement varié. On a plein de choses. On a ce Mario Luigi avec une DA particulière. On a du Zelda. On a du Metroid Prime 4 Beyond qui est très attendu. Alors lui, il est pour 2025. À mon avis, ce sera pour la prochaine console. Oui, complètement. Ça, soyons bien d'accord. Mais comme tu disais, Mario Luigi, l'épopée fraternelle, donc qui arrive le 7 novembre. C'est demain. DA, rien à voir. Alors, moi, je n'accroche pas des masses à la DA. Ah, c'est marrant, t'es pas la seule. Je cache pas que... Ouais, non. Pour moi, c'est pas un Mario Luigi. J'aime bien ce côté un peu... Mais moi, ça change. Coop RPG. C'est ça. Ça va être... Non, mais après, il a l'air très sympa sur le gameplay, la proposition avec des tricks entre eux, des pouvoirs entre eux. Mais alors, la DA, j'ai pas du tout accroché. Nos enfants vont adorer. Mais ouais, je pense. Oui, complètement. Mais ça, il est pas mal. Peut-être plus moi, Super Mario Party. Alors, Jean Boré. Oui, qui arrive le 17 octobre en plus, alors ça pareil. Les Mario Party sont très drôles. Non, c'est génial. Et là, c'est encore plus vaste. Ils ont promis que ce sera encore plus grand que les autres Mario Party. Et ben moi, j'ai bien aimé parce que Mario Party, c'est sympa, mais je trouve ça un peu kitschouille parfois. C'est vrai ? Ouais, parfois je trouve ça un peu cucugnant. Qu'est-ce qu'on rigole parce que nous, on commence à jouer avec notre enfant. Mais oui. Et c'est génial en fait. Mais pour les enfants, ouais, mais j'avoue que là, je l'ai trouvé un peu plus mature dans l'approche. Non, je suis toute seule. Ouais, non, peut-être plus complet, plus vaste. Je jouerais toute seule à Mario Party. J'avoue que je comprends pas trop ce que tu dis par gnangnan cucu, mais je l'ai trouvé plus construit là. Je l'ai trouvé là plus construit que d'habitude, où j'ai l'impression d'avoir un truc où on me balance des persos. Des persos de l'univers et tout. Là, j'ai eu l'impression d'avoir un jeu un peu plus construit. Plus construit, oui, c'est le mot. Franchement, il a l'air vachement plus varié dans ses propositions de gameplay. Là, du Mario Kart petite séquence avec le kart, je trouvais ça incroyable. La variété des décors, le fait qu'il y ait des nouveaux plateaux et un peu des anciens. Ouais, mais ça, ils aiment bien. C'est comme sur Mario Kart, on te refourgue des vieux trucs. Oui, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien. Mais moi, je trouve celui-là, tu vois, là, j'ai l'impression d'avoir un vrai jeu, pas d'avoir 5-6 trucs qu'on me balance comme ça et débrouille-toi. Et en plus de ce que je vois, il y a des nouveaux personnages. Enfin, je sais pas, il y avait un petit personnage qui avait l'air trop mignon. Et effectivement, tous les mini-jeux là qu'on voit, qu'ils ont présentés, ils sont 110 mini-jeux, canon, 7 plateaux de jeux nouveaux. Un peu pour tous les goûts. Évidemment, ça servira avec les Joy-Con de profiter à mort des gyroscopes et compagnie. Ouais. Moi, là, j'ai l'impression d'avoir en fait un jeu dans l'esprit Mario, pas juste des mini-jeux. C'est ça que je veux dire quand je dis les trucs un vrai jeu Mario. Je vois un vrai jeu plus construit avec des univers. Presque plus dans l'ambiance Mario Kart. Bon, c'est pas forcément le jeu le plus construit, mais au moins on a des trucs un peu structurés.
Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que de toute façon, ça fonctionne bien. Enfin, c'est Nintendo, de toute façon, même si... Parce que je pense qu'on va parler de Zelda, tu vois. Oui, ça allait être ma question suivante, parce que Parlons. T'étais comme moi. Alors, je sais de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, qui arrive au mois de septembre, et qui va dire... Écoutez, on est hyper sympa après avoir mis Peach en héroïne, on va vous mettre Zelda dans un truc chibi de la mort. Mais je m'en fous, moi, d'incarner Zelda. Mais ça me crispe un peu. Hein, ouais. Je te jure. Non, mais attends. Et puis après, il y a des gens qui vont dire c'est misogyne, machin. Mais pas du tout. Enfin, je veux dire, ça pourrait être un mec. Je serais pareil. Moi, je veux jouer Link. Quand je joue un Zelda, je veux pas que Zelda vienne me sauver. Je veux aller sauver Zelda. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'elle parle moins. Je veux bien qu'elle sauve Zelda, qu'elle sauve Link, pourquoi pas, pour une fois, comme n'importe. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu le même problème dans Peach. C'est-à-dire qu'on te donne un jeu sympa, un peu gnangnan. Oui, parce qu'elle a sa baguette, il n'y aura pas d'épée. Et elle n'a pas d'épée non plus. Pourquoi elle n'a pas d'épée ? Pourquoi elle n'a pas le droit d'avoir d'épée ? C'est surtout ça, moi, quand il a posé la question, est-ce que Zelda aura une épée ? Je voulais qu'ils disent oui, je voulais absolument qu'ils disent oui. Et puis finalement, non. Donc je trouve ça un peu dommage, tu vois. Moi, ça ne me dérange pas de jouer Zelda. Je veux pas qu'elle court en robe, qu'elle pique la tenue de vie. Mais pourquoi quand on donne la première place à des personnages féminins, on leur donne des pouvoirs magiques un peu cucu, un peu surtout que le premier truc qu'elle fait, c'est dupliquer un meuble, quoi. T'es là, bon bah ça va, la domesticité, et on y est. Je pense qu'après elle va aller faire la vaisselle. Non mais on rigole. Non mais après je suis moi justement ça me c'est horrible parce que moi c'est le contraire, je trouve que c'est cool qu'elle ait pas les pouvoirs de Link parce que j'aimerais pas qu'elle se transforme tout de suite. D'un seul coup, on la sauve pendant 35 piges et d'un seul coup elle se transforme en mais elle en a peut-être marre, tu vois. Ouais, mais alors qu'elle arrête de se mettre dans des situations terribles. Non, c'est horrible ce que je dis, mais non, mais en vrai, moi je trouve que c'est intéressant le gameplay qui va être proposé parce que ça va être ultra créatif. Ça fait un peu penser d'ailleurs à ce qu'on a un peu dans TOTK Breath of the Wild. Elle va dupliquer des éléments, elle va s'en servir. En fait, ça va être un jeu poussé sur la réflexion et moins peut-être sur le combat. Alors elle va pouvoir combattre avec sa baguette magique, elle va jouer magie, quoi. Mais et ça me dérange pas. Moi, c'est plus le côté un nouveau Zelda. Moi, j'ai envie de jouer Link, quoi. C'est plus ça. Moi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis contente que pour une fois, le côté rôle inversé ne me gêne pas. J'ai trouvé ça. Non. Ouais. C'est juste en fait la DA. Qui pour le coup, je me dis pourquoi elle n'a pas le droit à une DA. Link's Awakening. Pourquoi elle n'a pas le droit à une vraie DA. Mignon, mais oui, je dis pas que c'est moche. Je dis juste, est-ce qu'on se serait fait moi, j'ai envie d'un vrai jeu avec Zelda, en fait. Ouais, je comprends. J'ai envie d'un truc qui ressemble à Breath of the Wild. Oui, à la limite qu'elle ait que des pouvoirs magiques. Enfin, c'est même pas tant le souci, c'est qu'en fait, on a l'impression que rien n'a été fait pour vraiment lui donner une vraie place, en fait. Et dans ces cas-là, vaut mieux s'abstenir. Je suis assez d'accord, parce qu'en vrai, Zelda, le héros, c'est Link. Moi, après, il y a des gens qui vont me dire, mais oui, mais ça change. Et c'est vrai, ça fait une proposition différente, c'est un spin-off sympa et tout, mais c'est vrai que pour moi, toujours vouloir proposer autre chose, réécrire un peu les trucs, etc., moi, je trouve que c'est bien de laisser les choses comme elles sont quand ça fonctionne. Clairement, on s'en moquait un peu que Zelda soit enfin l'héroïne de The Legend of Zelda. En fait. Est-ce qu'on s'en moquait pas un peu? Ouais, on s'en foutait un peu, en fait. Ça, The Legend of Link, ça aurait été drôle au moins. Quitte à l'avoir, autant bien le faire. Merci. Voilà. Non, mais ça aurait été canon. The Legend of Link avec Zelda, mais complètement. Pourquoi lui, il n'a pas le droit d'avoir un jeu à son nom? C'est clair. Bon. Alors, petit point qui m'a fait rire durant cette présentation, j'ai l'impression que c'est un peu passé, mais en fait, c'est peut-être pas révolutionnaire, mais le petit point m'a fait rire. Ils ont quand même fait une collection mature. Je ne sais pas si vous avez vu que durant la présentation, il y a eu un espace qui s'appellera ouvertement, moi, j'avais jamais fait attention si ça existait, mais collection de jeux Nintendo pour public averti. C'est tellement pas Nintendo dans l'esprit. C'est sûr, évidemment, il faut être abonné au Nintendo Switch Online Game Pass de Nintendo et tout le touti, mais en version plus. Mais rien que l'idée de se dire, on va mettre on accepte l'idée qu'on a aussi des joueurs de jeux plus avancés aujourd'hui, parce que n'allez pas chercher des jeux osés dans cet espace-là. Il y aura genre par exemple Perfect Dark, le reboot qui arrive, il y aura des choses comme ça, mais j'ai trouvé ça très drôle dans l'esprit. Drôle et intéressant, je trouve, parce que finalement le move est intéressant. Le move est intéressant, il s'ouvre aussi parce que c'est vrai que quand on dit Nintendo, on pense tout de suite c'est familial, machin, c'est pour les enfants. Non, pas que, il y a aussi des jeux matures sur la Nintendo Switch, sur les consoles Nintendo. Et c'est cool de s'ouvrir et de l'assumer complètement. C'est comme, tu vois, PlayStation, ils arrivent avec Astro qui est très Nintendo. Et c'est bien de s'ouvrir un petit peu à d'autres. PlayStation, on y reviendra, ils sont obligés parce que ça leur permet d'ouvrir. Comme Lego Horizon Adventure qui arrive sur Switch. On va s'arrêter là parce que je veux laisser la parole et on va passer déjà à Carole parce qu'il y a quand même juste un gros jeu, une grosse extension qui arrive. Donc on passe tout de suite à quoi on joue.
Parce qu'ils sont pénibles tous à faire des conférences intéressantes. Franchement. Carole, je sais qu'on t'a perdu cette semaine. Ouais, ça y est, à c'est mort. cause du jeu de l'année 2022 qui fait son comeback de la mort. 25 millions quand même d'unités vendues a annoncé Bandai Namco. Elden Ring, Shadow of the Erdtree arrive le 21 juin. Eh bien, en un mot, qu'est-ce que t'en penses ? Exceptionnel. Voilà, en toute simplicité. Mais non, mais exceptionnel. Oui, je suis marseillaise, mais ne plaisantons pas. On parle de quelque chose d'exceptionnel. Ils ont réussi, en fait, à faire un DLC qui est un jeu à part entière, parce que plein de gens disaient, non, mais un DLC, ça pas un jeu. Bah, de fait, le DLC d'un jeu, c'est un jeu. C'est un jeu à part entière, parce que... C'est pas juste du contenu. Mais c'est ça, c'est pas juste quelques trucs ajoutés. Non, c'est un jeu à part entière. C'est une nouvelle aventure avec une nouvelle intention, une DA encore plus poussée, très funeste d'ailleurs, dans le style. Moi, je l'ai fini en 30 heures, mais je pense que tu peux pousser jusqu'à 100 heures. Tant on a de 100 heures en plus des 100 heures de... Oui, complètement. J'ai vu des gens qui avaient joué 70, 80 heures. Enfin, c'est vraiment une nouvelle aventure au cœur de l'univers d'Elden Ring, où effectivement, donc, tu vas devoir errer dans le royaume de l'ombre, à la poursuite de Miquella, qui donc, est le frère de Malenia. Bon, je rentre un peu dans les détails. C'est un personnage extrêmement important. Pitch-nous justement derrière l'histoire de l'extension. Donc, l'extension, c'est-à-dire qu'on va rentrer, donc il faut battre 2 boss, Radahn, Mohg, dans le jeu normal, sinon tu peux pas lancer l'extension. Une fois que tu rentres dans l'extension, tu prends la main de Miquella, qui dépasse d'un cocon. Miquella, c'est le frère de Malenia, il a une grande importance dans le lore d'Elden Ring, et il a décidé d'abandonner sa vie, voilà, son enveloppe corporelle, pour aller dans le royaume de l'ombre. Il va poser quelques marques partout, plein de marques dans l'univers du royaume des ombres, et on va le suivre, tout en poursuivant aussi Messmer, l'empaleur, qui a cramé totalement le royaume de l'ombre. Donc c'est assez complexe en termes de lore, mais quand on connaît bien Elden Ring, vous allez retrouver vos marques, vous serez pas perdus. Et surtout, on va découvrir de nouveaux boss, de nouveaux donjons, de nouveaux lieux qui sont incroyable. Quand tu rentres dans le royaume de l'ombre, tu te dis, oh là là, c'est morne, ça sent la mort partout. Voilà, c'est vraiment une image de mort. Mais en fait, plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il y a des lieux absolument incroyables, lumineux, étonnants. Et le level design est encore plus poussé, encore plus complexe. Il y a un château gigantesque, notamment. Enfin, j'en dis pas plus. Ils ont poussé aussi au niveau du gameplay en ajoutant ce qu'on appelle le système des bénédictions, où on va pouvoir en fait buffer son propre personnage et ses cendres d'invocation. On peut faire des invocations pour nous aider. Donc on va pouvoir augmenter ces invocations et aussi notre personnage pour être un peu plus costaud, parce que c'est extrêmement difficile. Il y a un léger déséquilibre d'ailleurs, notamment avec le boss de fin. C'est ce que j'allais te demander, parce que le premier était déjà très dur. Le premier était déjà très dur, mais là vraiment c'est du niveau Malenia. C'est-à-dire que Malenia, c'était un boss optionnel dans Elden Ring qui vraiment a fait baver beaucoup de joueurs. Là c'est du niveau Malenia plus. Ouais. Donc il faut arriver au moins niveau 150, 160, et puis après enchaîner. Heureusement, il y a ces bénédictions qui vont aider, qu'on n'est pas obligé de faire. C'est vraiment un système qui permet simplement, si tu as vraiment envie de souffler un petit peu, de t'améliorer, de te buffer. Si on a fini le premier jeu, mais qu'on n'avait pas fait ces boss optionnels, tu peux pas. Donc il faut retourner dans le jeu. Voilà, il faut faire Radahn et Mohg, c'est obligatoire. C'est 2 boss en plus qui sont pas simples. Et depuis la reine de Mohg, donc tu peux rentrer dans le DLC. Et si tu les as fait, est-ce que tu peux lancer automatiquement l'extension ? Ah oui, si tu les avais fait, ça démarre direct. Ah oui, exactement. C'est-à-dire que moi j'avais prévu plusieurs personnages. Tu vois, par exemple, là je vais recommencer ce soir à minuit. Je vais aller dans la reine de Mohg qui est battue, et je vais saisir la main de Miquella et rentrer dans le royaume de l'ombre et suivre Miquella, quoi. Voilà. Si vous avez perdu 100 heures sur Elden Ring, sachez que vous allez en perdre de nouveau 100, donc, sur les conseils de Carole, sur Shadow of the Erdtree, qui sort le 21 juin sur toutes les consoles, sauf la Switch. Ouais, voilà. Et puis sur PC, évidemment. Nous, on n'aura pas le temps de parler de nos jeux. Elisa, tu vas être obligée de revenir. Je voulais quand même donner le nom, Chippy Short Adventure. Allez regarder. Je veux juste te dire que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est mignon. Si vous avez aimé Ori, c'est pareil. Le mien, on en parlera la semaine prochaine, parce que franchement, ça en vaut le coup et j'ai vraiment envie de vous le vendre. Merci, Mademoiselle, d'être venue. Merci Carole. On te retrouve donc ce soir sur ta chaîne. Dès minuit, nuit blanche sur Shadow of the Erdtree. Voilà, très bien. C'est beau. Elisa, on te retrouve sur Journal du Geek et maintenant. Et sur Twitch aussi maintenant. Voilà. Donc voilà, vous pouvez suivre tout le monde si vous avez du temps. Et puis vous pouvez nous revoir en replay évidemment sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube aussi, on est là, et évidemment en podcast partout pour nous réécouter. Et puis écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Il y a plein de jeux encore avant les vacances, c'est pas pour tout de suite. Allez, jouez bien.